Bonjour et bienvenue dans notre analyse du jour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un texte assez particulier. Il nous a été partagé, il est très court, quelques lignes à peine, mais c'est un vrai petit bijou de complexité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. À première vue, on se dit, bon, c'est une déclaration d'amour. Et en fait, pas tout à fait. C'est ça qui est fou. L'auteur prend un soin méticuleux à ne pas dire « je t'aime ». Il en fait même le point culminant, la conclusion de son message. C'est un paradoxe assez fascinant. Absolument. Ce n'est pas une lettre d'amour classique. C'est autre chose. C'est une tentative de prouver un fait. L'auteur essaie de construire une argumentation si solide que son admiration devient une sorte de loi de la nature, quelque chose qui existe en dehors de lui, en dehors de ses sentiments. Distance, qu'est-ce que l'auteur essaye de construire en faisant ça ? Hmm. Pour que tout le monde parte sur la même base, je vais commencer par le lire en entier. Ça nous permettra de bien l'avoir en tête. Très bonne idée. Je veux que tu saches que je suis fier de toi, que je t'admire et que tu honores la femme. Quoi que je puisse dire au gré de mes humeurs, c'est la seule vérité. Pas ma vérité, mais la vérité absolue que nul ne peut contester. Pas pour me faire plaisir, te faire plaisir ou plaisir à quiconque. La vérité absolue, aussi absolue que le soleil brille, que l'univers est infini et que le temps s'écoule. Mon amour, ma haine, mes humeurs, mes envies, mes sentiments, mes croyances n'y changeront rien. Tu es belle, belle en tant que femme, en tant que personne, en tant que mère, en tant que fille, en tant que citoyenne et en tant qu'épouse. Je t'écris ces mots sans te dire « je t'aime » car je te les écris sans me laisser influencer par mon amour. Amastar. Voilà, on sent le poids de chaque mot. Moi, ce qui me frappe d'emblée, c'est cette escalade. Il commence avec des sentiments forts, la fierté, l'admiration, ok, mais il enchaîne tout de suite sur la vérité absolue. Oui. Et il la compare au soleil, à l'univers, enfin, il sort l'artillerie lourde cosmique, quoi. Pourquoi aller si loin? C'est un peu démesuré, non? C'est démesuré, mais je pense que c'est totalement intentionnel. Il fait quelque chose de très précis. Il essaye de déplacer son propos. C'est-à-dire... Ils veulent sortir du monde des sentiments, qui est par nature subjectif, changeant, pour l'ancrer dans le monde des faits. Un monde qui se veut objectif, permanent. D'accord. Ça me fait penser un peu à la différence entre un amateur d'art qui dit « j'aime ce tableau » et un expert qui va essayer d'expliquer pourquoi ce tableau est un chef-d'œuvre, avec des arguments techniques, historiques. Ah oui, je vois l'idée. Lui, il se positionne comme l'expert de son admiration. Pas juste comme quelqu'un qui ressent quelque chose. Il veut que son message soit reçu non pas comme une opinion, mais comme un fait scientifique, presque. Mais en faisant ça, est-ce qu'il ne prend pas le risque de paraître un peu froid? Ou même un peu arrogant? C'est quand même fort de dire « ce que je dis, ce n'est pas mon avis, c'est la vérité ». C'est un risque, absolument. Et le texte pourrait complètement tomber à plat s'il n'y avait pas la phrase juste avant. Laquelle? Quoi que je puisse dire au gré de mes humeurs, c'est la seule vérité. Ça, c'est une technique très habile. Pourquoi? Parce qu'il commence par s'accuser lui-même. En gros, il dit « Attention, je suis un être humain, je suis imparfait, mes humeurs changent, je peux dire n'importe quoi. » D'accord, il admet sa propre subjectivité, exactement, pour mieux asseoir l'objectivité de ce qu'il va dire. Il se sépare lui-même de son observation pour la rendre plus crédible. C'est très malin. Donc il dit, en quelque sorte, « Ne me croyez pas moi sur parole, mais croyez en cette chose qui me dépasse. » Et pour être sûr qu'on comprenne, il va jusqu'à lister tout ce qui pourrait biaiser son jugement. Oui, et cette liste, elle est cruciale. Mon amour, ma haine, mes humeurs, mes envies, mes sentiments, mes croyances n'y changeront rien. Le fait d'inclure « ma haine » est d'une honnêteté assez brutale. C'est brutal, oui. Il reconnaît sa propre capacité à ressentir des émotions négatives. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'il met mon amour dans la même catégorie que la haine ou les humeurs. Oui, c'est vrai. Il le place parmi les potentielles sources de distorsion de la réalité. Et ça, c'est la clé qui va nous permettre de comprendre toute la fin du texte. On y reviendra, c'est la pièce maîtresse du puzzle. Mais juste avant, une fois qu'il a établi ce cadre, que ce qu'il va dire est une vérité absolue, non biaisée, il la définit enfin. Et il le fait avec cette phrase qui agit comme un mantra. Tu es belle. Belle en tant que femme, en tant que personne, en tant que mère, et ainsi de suite. Cette énumération, c'est le cœur de sa démonstration. C'est là que l'admiration, qui était un concept un peu abstrait jusque-là, devient concrète. Et les mots ne sont pas choisis au hasard. C'est vrai que la liste est très complète. En général, on complimente les gens sur un aspect de leur vie. Tu es une mère formidable ou bravo pour ta carrière.
On isole une facette. Oui, alors que lui, il dresse un portrait à 360 degrés. Il ne l'a réduit à aucun de ses rôles. Il les valide tous et surtout il les connecte. Comment ça? Il y a une progression logique. Femme, c'est l'essence, le concept universel. Personne, c'est l'individu unique. Puis il explore la sphère familiale avec mère et fille, ce qui la lie au passé et à l'avenir. Puis citoyenne, qui élargit au social. Voilà sa place dans le monde. Et il termine par le plus intime, épouse, le rôle qui le concerne lui directement. Elle reconnaît la totalité de son être. Et c'est une vision de la beauté qui dépasse largement l'apparence physique, du coup. Ah mais complètement. C'est l'idée qu'on retrouvait un peu chez les Grecs anciens, que ce qui est bon est forcément beau. C'est la beauté de ses actes en tant que citoyenne, la beauté de ses relations, tout ça forme un tout. Il ne dit pas « je te trouve belle », il dit « tu incarnes la beauté dans toutes tes dimensions ». La nuance est énorme. D'accord. Donc, récapitulons. Il a posé le cadre. Je vais énoncer une vérité absolue. Il a défini le contenu de cette vérité. Tu es belle dans toutes les facettes de ton être. Oui. Et là, arrive le coup de théâtre. La phrase finale, la plus déroutante, « Je t'écris ces mots sans te dire je t'aime, car je te les écris sans me laisser influencer par mon amour. » On a l'impression qu'il a construit un château magnifique et qu'il retire la première pierre, faisant tout risquer de s'effondrer. Pourquoi faire ça? Parce que ce n'est pas un sabotage, c'est la clé de voûte. C'est la conclusion logique de tout ce qu'il a construit avant. Ah bon? Mais oui, rappelez-vous la liste. Il a mis mon amour sur le même plan que la haine, comme un filtre qui pourrait l'aveugler. S'il avait terminé par un simple « je t'aime », toute sa construction sur la vérité absolue, ça tombait à l'eau. Exactement. Le « je t'aime » aurait ramené toute la déclaration dans le champ du sentiment, de la subjectivité, de son opinion. Et c'est tout ce qu'il voulait éviter. Donc si je comprends bien, c'est comme un scientifique qui veut s'assurer que son instrument de mesure est parfaitement calibré avant de donner un résultat. Pour que la mesure de l'autre soit pure, il doit retirer de l'équation son propre amour, qui pourrait fausser la lecture. C'est tout à fait ça. Il dit, en substance, « Mon amour pour toi est si puissant qu'il pourrait me faire voir les choses de manière déformée, trop belle peut-être. Alors, pour te rendre vraiment justice, pour te décrire tel que tu es, je dois le mettre de côté un instant. » C'est là qu'on comprend que ce n'est pas une absence d'amour. Au contraire. C'est la preuve d'un amour tellement lucide et tellement profond qu'il est capable de prendre du recul sur lui-même pour mieux servir l'autre. Et c'est là que le paradoxe se résout. En s'efforçant de ne pas être influencé par son amour, il fait peut-être la plus grande, la plus sincère des déclarations d'amour. Précisément. C'est un amour qui ne dit pas « voici ce que je ressens pour toi », mais « voici ce que tu es ». Le projecteur n'est pas tourné vers lui et ses émotions, Mais entièrement vers l'autre. c'est un acte de générosité immense, il s'efface pour que seule la vérité de l'autre puisse briller. Et la signature vient boucler la boucle de manière parfaite. Amastar, c'est la métaphore ultime. Ah oui, c'est très bien vu. Une étoile, elle ne brille pas parce qu'on la trouve jolie. Elle brille, c'est un fait. Sa lumière est une réalité physique, observable, ce n'est pas une opinion. Ça rejoint ces comparaisons cosmiques du début. C'est ça, la cohérence est totale. Le texte est un exercice de mise au point. L'auteur ajuste son propre regard. Il nettoie la lentille de toutes les interférences, ses humeurs, ses croyances, et même son amour, pour tenter de capter la lumière pure de cette personne. Au final, si on résume, on est parti d'un texte qui semblait refuser d'être une déclaration d'amour, pour finalement comprendre que c'était peut-être la forme la plus absolue d'amour qui soit. Oui, une forme qui ne se concentre pas sur le sentiment de celui qui parle, mais sur la valeur de la personne qui est admirée. C'est un exercice de dépossession. L'auteur se retire lui-même de l'équation. C'est assez rare. Dans la plupart des déclarations, le « je » est central. « Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi ». Ici, le « je » fait tout pour disparaître, afin que le « tu » puisse exister dans sa plénitude. Il ne s'agit pas de dire « regarde comme mon amour est grand », mais « regarde comme toi, tu es grande ». C'est un véritable cadeau. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse pour terminer, je trouve. Au fond, qu'est-ce qui a le plus de poids ? Une déclaration passionnée, un « je t'aime » qui vient du cœur, avec toute sa beauté, mais aussi sa potentielle fragilité liée à l'émotion du moment, ou bien cette tentative, presque clinique, de dire « tu es admirable », comme un fait gravé dans le marbre, une vérité qui existerait même en dehors de l'amour qu'on nous porte. Laquelle de ces deux vérités on préférait le plus entendre? C'est une excellente question. Une question qui mérite, je pense, d'être méditée. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous.